l'invité de la matinale. KTO Radio. Jeudi dernier, la Commission pontificale sur la protection des mineurs a publié son second rapport annuel, un rapport sur les politiques et les procédures de l'Église relatives à la protection des mineurs. Et le premier, sous la présidence d'ailleurs de Monseigneur Thibaut Verny. On décrypte dans le détail ce document avec une membre de la Commission, Dr Émilie Rivette. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir sur le plateau. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue clinicienne et vous étiez déjà engagée avant votre nomination en 2022 dans la commission sur la question de la protection des mineurs depuis plus de 20 ans dans le diocèse de Port-Louis à l'île Maurice. Alors, docteur Émilie Rivette, comment travaillent les membres de la commission et quel est votre rôle particulier en son sein, en quelques mots ? Alors, le rôle de la commission, on travaille beaucoup en collégialité les uns avec les autres. Donc, on a 2 fois par an des réunions de sessions plénières où on se rejoint autant que possible pour être en présence physique les uns avec les autres, parce que c'est important ces temps pour se poser, pour réfléchir ensemble, pour être ensemble dans ce temps de session plénière et ensuite en parallèle tous les mois. Nous nous sommes organisés donc en 4 régions et moi je fais partie donc de la région Afrique où nous nous voyons au minimum 1 fois par mois pour réfléchir autour des pratiques de la sauvegarde en région donc africaine. Et je fais partie aussi, on est aussi certains d'entre nous impliqués dans différents groupes d'études ou dans différents projets de la commission. Moi, je fais partie d'un des projets d'études de groupe, c'est sur tout ce qui est les abus sexuels en ligne. Nous savons que ça prend de plus en plus d'ampleur. Donc, nous sommes aussi impliqués pour certains et pour certaines dans des groupes d'études, dans des comités de réflexion pour qu'on puisse avancer parce que la sauvegarde est quand même très large et ça comprend différents axes. Donc, nous avons aussi le souci de pouvoir, selon nos temps, selon nos disponibilités, nos champs d'expertise, de pouvoir contribuer à certains de ces axes. L'écoute des victimes est au cœur de ce second rapport. Quelle place cette écoute occupe-t-elle dans la conception même de ce rapport et de la formulation des préconisations ? Je pense que vous êtes juste quand vous dites que c'est l'écoute des victimes qui permet la réparation. Nous savons dans les recherches qui ont été faites sur le trauma et sur l'impact du trauma que la réparation va passer par le lien et que aussi la réparation, c'est de faire la vérité. Donc le premier rapport annuel qui a été publié l'année dernière était sur un des piliers de la justice par la conversion, qui est la vérité. C'est quand on est en vérité qu'on peut véritablement écouter et accueillir les personnes victimes, les survivants et les survivantes, et avec elles, en concertation avec elles, en les accompagnant vers ce chemin de réparation. C'est vraiment un axe qui a été fondamental dans le 2e rapport. C'est toute cette question de la réparation, de ce qui veut dire réparation pour chacun et chacune victime d'agression sexuelle. Comment est-ce qu'ils vont se représenter ce qu'est la réparation et de pouvoir la voir qu'il n'y a pas un moyen, il n'y a pas un chemin unique de réparation, mais de multiples moyens d'accompagner les victimes, les personnes victimes sur ce chemin. Et la réflexion des personnes victimes est présente également dans le travail même de ce rapport et de la commission ? Oui, c'est le centre. Au fait, on a vraiment voulu, et je pense que c'est un axe essentiel, qui est d'inclure les personnes victimes. C'est un point déterminant du rapport annuel qui a été présenté l'année dernière, parce que souvent, en tant que personne, en tant qu'institution, en tant qu'Église, nous pensons savoir ce qui est mieux pour les victimes. Nous pensons connaître ce dont elles ont besoin. Et parfois, nous imposons maladroitement, sans mauvaise intention, des formes de réparation qui ne les conviennent pas. Donc, nous avons vraiment eu le souci de pouvoir ouvrir la parole, prendre un temps d'accueil et d'écoute dans le non-jugement, dans le respect, dans la confiance des personnes victimes pour les entendre sur cette question de réparation. Donc, nous l'avons fait à travers un premier groupe de discussion
qui avait été fait dans le premier rapport annuel où la méthodologie avait été testée dans une région et nous avions le souci cette année de pouvoir l'élargir aux 4 régions. Donc Afrique, les Amériques, Asie, Océanie et l'Europe pour le deuxième rapport annuel. Donc, ce processus a inclus des sessions individuelles d'écoute facilitées par des professionnels avec approximativement 40 personnes victimes du monde entier afin de les entendre sur cette question. Et je voudrais qu'on aborde davantage maintenant les grandes recommandations que ce second rapport a formulées, et notamment vous insistez sur le besoin de transparence dans les décisions prises par une communauté vis-à-vis de l'agresseur, comme sur le besoin également d'une communication plus claire, comme une déclaration officielle de reconnaissance du tort causé. Pourquoi c'est important ? Ouais. Alors, je pense que peut-être avant d'aborder cette question, c'est peut-être important aussi de dire que pour les victimes ont beaucoup parlé des formes de réparation, comme justement ils ont parlé de différents axes qui seraient importants, dont les pratiques à mettre en place ou à renforcer, qui sont de l'ordre de l'accueil, de l'écoute et de la prise en charge des victimes. Donc souvent, il n'y a pas de lieu pour accueillir, pour vraiment écouter leurs paroles. Ensuite, tout ce qui est de l'ordre de la communication, donc d'avoir des excuses publiques et privées. Je me rappelle d'une victime qui m'a dit, moi, je n'avais pas besoin. Moi, ce que j'avais besoin, au fait, c'est que chaque mois ou régulièrement, l'Église prenne de mes nouvelles. Une personne responsable dans l'Église prenne de mes nouvelles, me demande comment je vais. C'était pas pour elle une question de compensation financière. Ensuite, elle parle aussi, et elles reviennent beaucoup, les personnes victimes, sur le soutien spirituel et psychothérapeutique. Comme nous avons vu, comme nous savons aujourd'hui, le trauma, il doit pouvoir se traiter à travers, oui, des relations, mais aussi de manière spirituelle. Parce que souvent, notre relation spirituelle et notre relation au Seigneur a aussi été blessée, a aussi été bafouée. Donc, comment réparer ce lien spirituel et comment nous pouvons, nous, être garants et être témoins de cette bonne nouvelle à travers notre écoute, à travers notre accueil, à travers la capacité à entendre l'impensable. Docteur Émilie Rivette, vous avez parlé des lieux d'écoute qui manquaient. Le rapport parle d'espaces sûrs. Quelle forme doivent prendre ces espaces ? Alors, l'espacieux, dans le rapport aussi, nous parlons de notre initiative Mémorare qui commence à prendre de l'ampleur à l'intention des personnes victimes, dont l'objectif est de renforcer les capacités en matière de sauvegarde dans les églises locales des pays plus du Sud. Donc, on a à ce jour 20 accords sur les initiatives Mémorare locales à travers le monde et une douzaine d'autres sont en cours. Donc, le Mémorare, c'est quoi? C'est justement d'avoir des lieux, des espaces non seulement physiques, mais des lieux où les personnes victimes peuvent venir, un numéro de téléphone, des personnes qu'elles peuvent appeler, justement pour montrer un signal fort qu'on peut entendre ce que vous avez vécu et on est là pour vous accompagner dans ce qui va se vivre et qui va participer à votre réparation, que ce soit au niveau de la communication, donc de la manière qu'on va communiquer aux victimes, du feedback, du retour qu'on va pouvoir leur donner par rapport à leur dossier, par rapport à où ça en est, au niveau des rencontres qu'elle voudrait avoir avec les responsables des églises locales. Par exemple, une personne victime que j'avais accompagnée avait demandé de pouvoir rencontrer l'évêque et de pouvoir avoir un vis-à-vis avec l'évêque, un temps d'écoute et de partage avec l'évêque. Nous avons dans ces centres aussi, il y a aussi pour certains un soutien financier ou une expertise légale de savoir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça voudra dire porter plainte aussi auprès du civil et des différentes démarches autour de ça. Et aussi, en ce qui s'agit des personnes victimes, c'est du soutien aussi pour les familles, parce que parfois, on n'est pas nécessairement victime primaire, mais on peut être victime secondaire. Ça aura un impact
dans nos relations sociales, dans nos relations familiales. Donc, comment accompagner la structure de la famille aussi pour qu'elle puisse soutenir les personnes victimes, mais aussi être Mmh. accompagnée dans ce que eux et elles ont pu vivre. Et avec des procédures également de signalement plus claires, plus visibles. C'est ce qui apparaît dans le rapport, docteur Émilie Oui. Rivette. Dans chaque rapport, il y a un audit plus spécifique qui est fait sur l'activité dans certaines conférences épiscopales. On ne va pas revenir Mm. en détail sur cet audit. Néanmoins, il y a des grandes disparités d'action entre les régions du monde, parfois Mm. au sein même de certains pays. Quel est le rôle justement de votre commission avec ces différentes conférences pour essayer d'uniformiser les procédures? Oui, je pense que vous avez un point qui est juste, c'est que chacun est en chemin et chacun est là où il est. Et nous voyons effectivement des grandes disparités. Et la mission de la commission est non de critiquer, mais à une mission d'accompagnement des autorités ecclésiastiques, que ce soit les évêques, les supérieurs majeurs, les responsables laïcs, dans leur mission non seulement de développer des politiques de sauvegarde qui soient publiques, comme vous avez dit, des procédures à suivre en cas d'allégation, des protocoles définissant les étapes à suivre pour que tous et toutes puissent se sentir en sécurité et protégés. Alors nous voyons qu'il y a des églises qui sont bien avancées sur cette question. Il y a d'autres qui le sont moins et il y a d'autres qui commencent tout juste. Donc l'important, c'est de vraiment se mettre en chemin et que nous sommes là pour essayer, tant que possible, d'accompagner ce mouvement pour se faire plus proche des plus fragiles et des plus vulnérables, en prenant en considération aussi les réalités locales, les cultures, les enjeux économiques, socio-économiques, afin que nous puissions vraiment mettre les enfants, les adultes vulnérables au centre de notre mission. Monseigneur Vernier, j'aime bien ce qu'il a dit, c'est la sauvegarde n'est pas séparée de la mission de l'Église, c'est la mission de l'Église. Et vous avez Donc, comment... vous Ouais. avez des retours de toutes les commissions, de toutes les communautés que vous contactez? Alors, ce que nous essayons de faire par rapport au premier rapport annuel, c'est que nous avons des recommandations. Et nous essayons donc de faire le suivi de ces recommandations. Parce que le rapport annuel de cette année est une continuité Hmm. du premier rapport annuel et de la suite. L'année prochaine, nous allons aborder la question de la justice. Donc, nous essayons vraiment de faire comme un travail de continuité dans un élan aussi d'accompagnement avec ces personnes. Je pense que par rapport aux évêques qui souvent eux-mêmes, ils ont énormément de chantiers, ils se sentent souvent aussi parfois dépassés, démunis, pris de court par rapport à toute cette question de sauvegarde. Comment nous pouvons, nous, être là pour qu'ils puissent aussi s'appuyer sur nous, pour que nous puissions au mieux les aider et les accompagner là où ils sont, parce que chacun est là où il est, mais le but, c'est d'être en mouvement, de continuer à avancer avec des points d'appui pour renforcer ou mettre en route des actions concrètes et pratiques qui viennent rejoindre les témoignages des victimes, ce que les victimes peuvent dire à quel point elles ont souffert de ne pas être entendues, de ne pas être reconnues, de ne pas être validées dans leur statut de personne victime afin de pouvoir graduellement y sortir. La justice qui sera au cœur du prochain rapport annuel, ce que vous venez d'annoncer. Merci, docteur Émilie Rivette, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Vous êtes, je le rappelle, membre de la commission pontificale sur la protection des mineurs. Bonne matinée à vous. Merci. Merci, bonne matinée Maxence.